Le PDG de Google DeepMind et prix Nobel de chimie, Demis Hassabis, fait une révélation stupéfiante. L'AGI, intelligence artificielle générale, pourrait être là dans 3 à 5 ans. Il tacle au passage les startups de la Silicon Valley qui l'accusent de faire monter la hype abusivement. Entre capacités surhumaines et failles surprenantes, IA menteuse et découvertes révolutionnaires, cette interview exclusive nous plonge dans les coulisses du laboratoire qui façonne notre futur. Accrochez-vous, ce qui arrive est plus fou que la science-fiction. Pour commencer, l'intervieweur cherche à comprendre où en est le développement de l'AGI, intelligence artificielle générale, et le temps nécessaire pour atteindre une intelligence de niveau humain. Il pose cette question à Demis Hassabis, le PDG de Google DeepMind, car c'est un enjeu majeur sur lequel travaillent tous les laboratoires de recherche. Ces dernières années, et même sur la dernière décennie, nous avons connu des progrès extraordinaires. C'est le sujet dont tout le monde parle. À quel point sommes-nous proches de l'AGI et quelle est sa définition exacte? Nous travaillons sur ce sujet depuis plus de 20 ans, avec une vision constante. L'AGI doit être un système capable de démontrer toutes les capacités cognitives humaines. Nous nous en rapprochons de plus en plus, mais nous sommes probablement encore à quelques années de distance. Les modèles actuels sont déjà très performants. Nous avons tous interagi avec les modèles de langage qui deviennent maintenant multimodaux. Il manque encore certains attributs comme le raisonnement, la planification hiérarchique et la mémoire à long terme. Les systèmes actuels présentent encore pas mal de lacunes. Ils sont très performants dans certains domaines, mais étonnamment faibles et défaillants dans d'autres. Un système d'AGI devrait avoir un comportement robuste et cohérent dans tous les domaines cognitifs. Un élément clairement manquant, qui a toujours été pour moi un critère de l'AGI, est la capacité de ces systèmes à formuler leurs propres hypothèses scientifiques, pas seulement à prouver celles qui existent déjà. Bien sûr, il est déjà très utile de pouvoir prouver une conjecture mathématique existante ou de jouer au Go au niveau d'un champion du monde. Mais un système pourrait-il inventer le jeu de Go? Pourrait-il formuler une nouvelle hypothèse de Riemann? Ou développer la théorie de la relativité avec les informations dont disposait Einstein à l'époque? Les systèmes actuels sont encore loin d'avoir ce type de capacité créative et inventive. Je dirais que nous sommes probablement à 3 à 5 ans d'atteindre l'AGI. Donc si quelqu'un déclarait avoir atteint l'AGI en 2025, ce serait probablement du marketing. Je pense que oui. Dans ce passage clé, Demis lâche une véritable bombe en annonçant un horizon de 3 à 5 ans pour l'AGI. C'est une déclaration particulièrement audacieuse venant du PDG de Google DeepMind. Et il ne s'arrête pas là, il prend même le risque de tacler indirectement la concurrence en suggérant que toute annonce d'AGI en 2025 relèverait du pur marketing. Il y a beaucoup d'effets d'annonce dans ce domaine. Certains sont justifiés, mais je dirais que la recherche en IA est aujourd'hui surestimée à court terme. Je pense qu'elle est probablement un peu survendue actuellement, mais elle reste sous-estimée et sous-évaluée concernant ce qu'elle va accomplir à moyen et long terme. Nous sommes encore dans cette phase étrange. Une partie de cela est due au fait que beaucoup de gens ont besoin de lever des fonds, notamment les startups. Je pense que nous allons voir pas mal d'annonces assez extravagantes et légèrement exagérées. Et je trouve que c'est un peu dommage, en fait. Maintenant, l'intervieweur cherche à comprendre les signes concrets qui montreront qu'on avance vers l'AGI, en prenant l'exemple de Gemini. Il pousse Demis à identifier les capacités clés à surveiller dans l'évolution des IA actuelles. Les systèmes actuels, et nous sommes très fiers de Gemini 2.0, sont très utiles pour des tâches encore assez spécifiques. Si vous faites de la recherche, que vous résumez un domaine de recherche, c'est impressionnant. J'utilise constamment NotebookLM et Deep Research, particulièrement pour démarrer dans un nouveau domaine de recherche ou pour résumer un ensemble de documents assez ordinaires. Ils sont donc extrêmement performants pour certaines tâches, et les gens en tirent beaucoup de valeur, mais ils ne sont pas encore omniprésents dans la vie quotidienne. Ils ne m'aident pas encore au quotidien dans ma recherche, mon travail, ma vie de tous les jours. C'est vers cela que nous nous dirigeons avec nos produits, comme le projet Astra. Notre vision d'un assistant universel est qu'il devrait être impliqué dans tous les aspects de votre vie, enrichissant et utile, rendant tout plus efficace.
Je pense que ces systèmes Sophos-Skac sont encore assez fragiles, en partie parce qu'ils sont imparfaits et ne sont pas des AGI. Il faut être très précis avec les prompts et il faut beaucoup de compétences pour guider ces systèmes à être utiles et à rester dans leur domaine de compétences. Un véritable système d'AGI ne devrait pas être si difficile à utiliser. Ce devrait être beaucoup plus simple, comme parler à un autre humain. En parlant du raisonnement, vous avez dit que c'était un autre élément manquant. C'est effectivement un sujet dont tout le monde parle actuellement. Le raisonnement, les mathématiques et d'autres domaines progressent beaucoup, notamment en mathématiques et en programmation. Prenons les mathématiques, par exemple. Certains de nos systèmes, comme AlphaProof et AlphaGeometry, obtiennent des médailles d'argent aux Olympiades de mathématiques, ce qui est fantastique. Mais d'un autre côté, ces mêmes systèmes font encore des erreurs mathématiques assez basiques, pour diverses raisons. Par exemple, le classique problème de compter le nombre de lettres dans le mot fraise, ou encore déterminer si 9,11 est plus grand que 9,9. Bien sûr, on peut corriger ces problèmes, et tout le monde travaille à améliorer ces systèmes. Mais nous ne devrions pas voir ce genre de faille dans un système. Il est capable d'atteindre le niveau des Olympiades dans des domaines spécifiques, mais commet des erreurs basiques ailleurs. Il manque encore quelque chose concernant la robustesse de ces systèmes. Cela révèle le problème de la généralité de ces systèmes. Un système véritablement général n'aurait pas ces faiblesses. Il serait très performant, peut-être même meilleur que les meilleurs humains dans certains domaines, comme le jeu de Go ou les mathématiques, mais il serait globalement cohérent et bon partout. Pouvez-vous expliquer comment ces systèmes abordent les problèmes mathématiques ? La compréhension générale est que les LLM englobent toutes les connaissances du monde et prédisent ce que quelqu'un pourrait répondre à une question. Mais c'est différent quand on travaille étape par étape sur un algorithme, sur un problème mathématique. En effet, ce n'est pas suffisant. Comprendre les informations du monde et les compresser dans sa mémoire ne suffit pas pour résoudre un nouveau problème mathématique ou une nouvelle conjecture. Nous devons commencer à intégrer des idées de planification comme celle d'AlphaGo dans ces grands modèles de fondation, qui vont maintenant au-delà du langage et sont multimodaux. Ce dont vous avez besoin, c'est que votre système ne fasse pas seulement de la reconnaissance de motifs, mais qu'il planifie aussi et puisse revoir son plan, revisiter cette branche et prendre une direction différente. Il doit continuer jusqu'à ce qu'il trouve les bons critères qu'il recherche. C'est très similaire aux agents d'IA de jeu que nous construisions pour le Go et les échecs. Ils avaient ces aspects et je pense que nous devons les réintégrer, mais maintenant de manière plus générale sur ces modèles généraux. Cette approche d'un modèle guidant un processus de recherche ou de planification, pour le rendre efficace, fonctionne très bien avec les mathématiques aussi. On peut transformer les mathématiques en une sorte de jeu de recherche. A model guiding a search or planning process, so it's efficient, works very well with mathematics as well. You can sort of turn maths into a kind of game-like search. Une fois que ces modèles maîtriseront les mathématiques, est-ce que cela sera généralisable ? Car il y a eu beaucoup d'agitation quand les gens ont découvert les systèmes de raisonnement, disant « c'est un problème, ces modèles deviennent plus intelligents que ce que nous pouvons contrôler. Est-ce généralisable ? Ou bien on leur apprend juste à faire des mathématiques et ils ne peuvent faire que ça ?» Pour l'instant, la question reste ouverte. C'est clairement une capacité que vous voulez dans un système d'AGI. Cela peut être très puissant en soi. Évidemment, les mathématiques sont extrêmement générales en elles-mêmes. Mais ce n'est pas évident. Les mathématiques, la programmation et les jeux sont des domaines assez spéciaux, car on peut vérifier si la réponse est correcte. Dans ces domaines, on peut vérifier si la solution proposée par l'intelligence artificielle résout effectivement le problème ou la conjecture. Mais la plupart des choses dans le monde réel, qui est désordonné et mal défini, n'ont pas de moyen simple de vérifier si on a fait quelque chose correctement. Cela limite ces systèmes auto-améliorants s'ils veulent aller au-delà de ces domaines très bien définis, comme les mathématiques, la programmation ou les jeux. Areas of maybe very highly defined spaces like mathematics, coding or games. Comment essayez-vous de résoudre ce problème ? Il faut d'abord construire des modèles généraux, que nous appelons des modèles du monde, pour comprendre l'environnement, la physique, la dynamique spatiale et temporelle du monde qui nous entoure. Bien sûr, vous en avez besoin pour un assistant universel. Le projet Astro est notre projet basé sur Gemini,
pour faire cela, pour comprendre les objets et le contexte qui nous entoure. C'est important si vous voulez avoir un assistant. Mais la robotique en a aussi besoin. Bien sûr, les robots sont des IA physiquement incarnés et ils doivent comprendre leur environnement, l'environnement physique, la physique du monde. Nous construisons donc ces types de modèles et on peut aussi les utiliser en simulation pour comprendre les environnements de jeu. C'est une autre façon d'obtenir plus de données. Pour comprendre la physique du monde, c'est un autre moyen d'avoir plus de données pour comprendre la physique du monde. Mais le problème actuellement est que ces modèles ne sont pas fiables à 100%. Ils sont peut-être précis 90% du temps, ou même 99% du temps. Le problème survient quand vous commencez à utiliser ces modèles pour planifier, peut-être sur 100 étapes dans le futur. Même avec seulement 1% d'erreur dans ce que le modèle vous dit, cela va s'accumuler sur 100 étapes au point où vous obtiendrez presque une réponse aléatoire. Cela rend la planification très difficile. En revanche, avec les mathématiques, les jeux, la programmation, vous pouvez vérifier chaque étape. Vous pouvez vérifier si vous êtes toujours ancré dans la réalité et si la réponse finale correspond à ce que vous attendez. Je pense qu'une partie de la solution est de rendre les modèles du monde de plus en plus sophistiqués et précis, et qu'ils n'hallucinent pas et toutes ces choses. Ainsi, les erreurs sont vraiment minimales. Une autre approche est de ne pas planifier à chaque étape temporelle linéaire, mais de faire ce qu'on appelle la planification hiérarchique. C'est un autre domaine sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans le passé, et je pense qu'il va revenir à la mode. On planifie à différents niveaux d'abstraction temporelle. Cela pourrait aussi alléger la nécessité d'avoir un modèle super précis, car vous ne planifiez pas sur des centaines d'étapes. L'intervieweur soulève une observation intéressante sur la compréhension du monde physique par l'IA. Il confronte l'idée reçue qu'il faudrait des robots pour apprendre la physique avec les résultats impressionnants des IA de génération vidéo. Une remarque qui va permettre à Demi de développer les capacités surprenantes de leur modèle VO2, notamment avec l'exemple de la découpe de tomates. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA, et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents. Et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Car c'est là que nous abordons... C'est intéressant et ça a été assez surprenant de voir jusqu'où ces modèles peuvent aller sans être dans le monde réel. Par exemple, VO2, notre dernier modèle vidéo, est étonnamment précis sur des choses comme la physique. Il y a cette super démo que quelqu'un a créée où l'on coupe une tomate avec un couteau et on obtient les tranches de tomates parfaites avec les doigts et tout ça. VO2 est le premier modèle capable de faire ça. Si vous regardez les modèles concurrents, souvent la tomate se recompose aléatoirement ou la personne a 17 doigts. Ces choses sont difficiles. Il faut comprendre la cohérence entre les images et tout ça. Et il s'avère qu'on peut le faire en utilisant suffisamment de données. Je pense que ces systèmes s'amélioreront encore s'ils sont complétés par des données du monde réel, comme celles collectées par un robot en action, ou même potentiellement dans des simulations très réalistes avec des avatars qui agissent dans le monde. Je pense que c'est la prochaine grande étape pour les systèmes basés sur des agents, aller au-delà des modèles du monde. Peut-on collecter assez de données où les agents agissent aussi dans le monde, font des plans et accomplissent des tâches? Pour cela,
il ne suffira pas d'observer passivement. Il faudra des actions, une participation active. And making plans and achieving tasks. I think for that you will need not just passive observation, you will need actions, active participation. L'intervieweur fait un lien direct avec ce qui vient d'être dit sur la compréhension du monde physique par l'IA pour aborder le potentiel des agents IA. Une transition qui permet à Demi de présenter sa vision des assistants universels capables d'agir à la fois dans le monde numérique et physique, notamment via la robotique. Je pense que c'est ce qui va débloquer la robotique. Je pense que c'est aussi ce qui permettra cette notion d'assistant universel qui peut vous aider dans votre vie quotidienne, tant dans le monde numérique que dans le monde réel. C'est ce qui nous manque actuellement. Et je pense que ça va être un outil incroyablement puissant et utile. On ne peut donc pas y arriver simplement en augmentant l'échelle des modèles actuels et en construisant des clusters de centaines de milliers ou de millions de GPU comme le fait Elon actuellement? Ce n'est pas la voie vers l'AGI? Eh bien, mon point de vue est plus nuancé. L'approche par mise à l'échelle fonctionne absolument. C'est grâce à elle que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. On peut débattre de savoir si nous atteignons des rendements décroissants. Mon point de vue est que nous obtenons des retours substantiels, mais que ça ralentit. La mise à l'échelle fonctionne toujours, et nous continuons à voir des progrès, comme avec Gemini 2 par rapport à Gemini 1,5. D'ailleurs, ce qui fonctionne aussi avec la mise à l'échelle, c'est l'amélioration de l'efficacité sur les modèles plus petits. Le coût ou la taille par performance s'améliore radicalement en coulisses, ce qui est très important pour l'adoption à grande échelle de ces systèmes. Donc oui, vous avez la partie mise à l'échelle, et c'est absolument nécessaire pour construire des modèles du monde de plus en plus sophistiqués. Mais je pense qu'il nous manque ou que nous devons réintroduire certaines idées concernant la planification, la mémoire, la recherche et le raisonnement pour construire sur le modèle. Le modèle seul ne suffit pas pour être une AGI. Vous avez besoin de cette autre capacité pour agir dans le monde et résoudre des problèmes pour vous. Et il reste encore la question de l'invention et de la créativité. La vraie créativité au-delà de la simple combinaison de ce qui est déjà connu. On ne sait pas encore si quelque chose de nouveau est nécessaire ou si les techniques existantes finiront par y parvenir. Je peux voir les deux arguments. De mon point de vue, c'est une question empirique. Nous devons pousser à la fois la mise à l'échelle et l'invention à leurs limites. Et heureusement, chez Google DeepMind, nous avons une équipe assez grande pour investir dans ces deux aspects. Sam Altman a récemment dit quelque chose qui a attiré l'attention. Il a dit « Nous sommes maintenant convaincus de savoir comment construire l'AGI comme nous l'avons traditionnellement comprise. » D'après ce que vous dites, on dirait que vous ressentez la même chose. Eh bien, cela dépend de ce que nous entendons par là. Je suis d'accord si cela signifie que nous connaissons approximativement les types de techniques nécessaires, ce qui manque, quelles parties doivent être assemblées. Mais il reste encore une quantité considérable de recherche à faire pour que tout cela fonctionne. Et je pense qu'il y a 50% de chances qu'il nous manque encore quelques techniques nouvelles. Peut-être avons-nous besoin d'une ou deux percées supplémentaires, comme les transformers. Je suis vraiment incertain à ce sujet. C'est pourquoi je dis 50%. Je ne serais pas surpris, dans un cas comme dans l'autre, que nous y arrivions avec les techniques existantes correctement assemblées et mises à l'échelle, ou qu'il s'avère qu'il manque une ou deux choses. Le présentateur soulève la question de la créativité en IA, en rappelant le fameux coup 37 d'AlphaGo. Ce moment historique où l'IA a joué un coup totalement inédit qui a révolutionné le jeu de Go vieux de 2500 ans. Il contraste cette créativité révolutionnaire avec les limites actuelles des modèles de langage, qui semblent plus restreints à combiner des connaissances existantes qu'à innover véritablement. Eh bien, écoutez, je devrais probablement écrire à ce sujet, mais ce dont je parle parfois dans mes conférences depuis le match AlphaGo, qui s'est déroulé il y a maintenant plus de 8 ans, c'était probablement un moment décisif pour l'IA pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait l'Everest de maîtriser le Go, qui a toujours été considéré comme l'un des saints Graal de l'IA. Nous avons fait ça. Deuxièmement, la façon dont nous l'avons fait, avec ces systèmes d'apprentissage qui étaient généralisables, qui sont devenus A0 et pouvaient jouer à n'importe quel jeu à 2 joueurs. Et troisièmement,
il y avait ce coup 37. Non seulement il a gagné 4 parties à 1 contre le grand Lycédol, mais il a aussi joué des coups originaux. J'ai 3 catégories d'originalité ou de créativité. La forme la plus basique et banale est simplement l'interpolation, qui est comme faire la moyenne de ce que vous voyez. Si je demandais à un système de créer une nouvelle image de chat après avoir vu 1 million de chats, et qu'il produit une sorte de moyenne de tous ceux qu'il a vus, ce n'est pas vraiment de la créativité. C'est le niveau le plus bas. Le niveau suivant est ce qu'AlphaGo a montré. C'est l'extrapolation. Voici tous les jeux que les humains ont jamais joués. Il a joué 1 million de parties supplémentaires. Et maintenant, il propose une nouvelle stratégie au Go que personne n'a jamais vue auparavant. C'est le coup 37 qui révolutionne le Go, même si nous y jouons depuis des milliers d'années. C'est assez incroyable et cela pourrait être très utile en sciences. C'est pourquoi je me suis beaucoup enthousiasmé et que j'ai commencé à faire des choses comme AlphaFold. L'extrapolation au-delà de ce que nous connaissons déjà, mais il y a un niveau au-dessus que les humains peuvent atteindre, qui est d'inventer le Go. Pouvez-vous m'inventer un jeu si je le spécifie à un niveau abstrait? Par exemple, un jeu dont les règles s'apprennent en 5 minutes, mais qui demande une vie, ou plusieurs vies, pour être maîtrisé, qui est esthétiquement beau, qui englobe une partie mystique de l'univers, qui est beau à regarder, mais auquel on peut jouer une partie en un après-midi. Ce serait une spécification de haut niveau du Go, et d'une certaine façon, le système devrait créer un jeu aussi élégant, beau et parfait que le Go. Actuellement, nous ne pouvons pas faire ça. La question est, pourquoi ne savons-nous pas comment spécifier ce type d'objectif à nos systèmes en ce moment? Quelle est la fonction objective? C'est très amorphe, très abstrait, donc je ne suis pas sûr si nous avons simplement besoin de niveaux plus élevés. Il faut construire des modèles de plus en plus abstraits pour que nous puissions leur parler de cette façon, leur donner ce genre d'objectif amorphe, ou bien y a-t-il une capacité manquante que l'intelligence humaine possède et qui manque encore à nos systèmes? Encore une fois, je ne suis pas sûr de la direction à prendre. Je peux voir des arguments des deux côtés et nous essaierons les deux. Mais je pense que ce qui déçoit les gens, c'est qu'ils ne voient même pas l'équivalent du coup 37 dans les LLM actuels. Si vous regardez AlphaGo, je vais vous donner un exemple qui correspond au LLM d'aujourd'hui. Vous pouvez exécuter AlphaGo et AlphaZero, notre programme d'échecs, notre programme général pour 2 joueurs, sans la partie recherche et raisonnement au-dessus. Vous pouvez simplement l'exécuter avec le modèle. Ce que vous dites au modèle, c'est « trouve le premier coup de Go auquel tu peux penser dans cette position, celui qui correspond le plus au motif, le coup le plus probablement bon. » D'accord. Et il peut le faire et jouera une partie correcte, mais il ne sera qu'au niveau maître ou peut-être grand maître. Il ne sera pas au niveau champion du monde, et il ne trouvera certainement pas de coups originaux pour cela. Je pense que vous avez besoin de la composante de recherche pour aller au-delà de ce que le modèle connaît, qui se résume principalement à synthétiser les connaissances existantes vers une nouvelle partie de l'arbre de connaissances. Vous pouvez utiliser la recherche pour aller au-delà de ce que le modèle comprend actuellement. Et c'est là que je pense que vous pouvez obtenir de nouvelles idées, comme le coup 37. En cherchant sur le web? Non. Cela dépend du domaine qu'il explore dans cet arbre de connaissances. Dans le Go, il cherchait des coups au-delà de ce que le modèle connaissait. Je pense que pour les modèles de langage, il s'agira d'explorer le modèle du monde pour trouver de nouvelles configurations utiles dans le monde. C'est beaucoup plus compliqué, c'est pourquoi nous ne l'avons pas encore vu. Mais je pense que les systèmes basés sur des agents qui arrivent seront capables de choses du type coup 37. L'intervieweur interroge à présent Demi sur sa vision de l'humanité, questionnant si nous surestimons nos capacités face à l'intelligence artificielle. Une réflexion qui soulève un constat surprenant. Notre société fonctionnerait moins par innovation individuelle que par transmission culturelle et imitation collective. Eh bien, je pense que les humains sont incroyables, particulièrement les meilleurs dans leur domaine. J'adore regarder n'importe quel sportif ou musicien talentueux ou joueur au sommet de son art. Le summum absolu de la performance humaine est toujours incroyable, quel que soit le domaine. Je pense qu'en tant qu'espèce, nous sommes étonnants. Individuellement aussi, c'est incroyable ce que chacun peut faire avec son cerveau en général. Faire face aux nouvelles technologies. Je suis toujours fasciné par la façon dont nous nous adaptons à ces choses, presque sans effort, en tant que société et en tant qu'individu. Cela témoigne de la puissance et de la généralité de nos esprits. La raison pour laquelle j'ai fixé la barre ainsi
Et je ne pense pas que ce soit une question de valeur économique de ces systèmes, je pense que cela arrive très bientôt. Mais ce n'est pas ce que devrait être l'AGI. Je pense que nous devrions traiter l'AGI avec intégrité scientifique, pas simplement déplacer les objectifs pour des raisons commerciales ou par effet d'annonce. La définition a toujours été d'avoir un système qui, théoriquement, était aussi puissant qu'une machine de Turing. Alan Turing, l'un de mes héros scientifiques de tous les temps, a décrit une machine de Turing qui sous-tend toute l'informatique moderne, comme un système qui peut simuler n'importe quel autre, qui peut calculer tout ce qui est calculable. Nous savons donc théoriquement que si un système d'IA est aussi puissant qu'une machine de Turing, s'il peut simuler une machine de Turing, alors il est capable de calculer tout ce qui est calculable en théorie. Et le cerveau humain est probablement une sorte de machine de Turing, c'est ce que je crois. Et donc je pense que c'est ce qu'est l'AGI, un système vraiment général, qui pourrait théoriquement être appliqué à n'importe quoi. Et la seule façon de le savoir est s'il manifeste toutes les capacités cognitives que les humains ont, en supposant que l'esprit humain est un type de machine de Turing, ou est au moins aussi puissant qu'une machine de Turing. Ça a toujours été ma barre. Il semble que les gens essaient de rebaptiser les choses comme étant de la scie, l'intelligence artificielle super intelligente. Mais je pense que c'est au-delà. C'est après avoir ce système et qu'il commence à dépasser dans certains domaines ce dont les humains sont capables, potentiellement en s'inventant lui-même. L'intervieweur décide ensuite d'aborder un sujet plus préoccupant, la capacité des systèmes d'IA à développer des comportements trompeurs. Cette découverte amène Demi Hassabis à partager l'une des plus grandes préoccupations actuelles des chercheurs. Comment garantir que ces systèmes restent transparents et fiables? La question lui est posée. Constatez-vous des tentatives de tromperie de l'IA chez Google? Oui, nous en voyons. Et je suis très inquiet de la tromperie spécifiquement. C'est l'une de ces caractéristiques fondamentales que vous ne voulez vraiment pas dans un système. Si un système est capable de faire cela, cela invalide tous les autres tests que vous pourriez faire, y compris les tests de sécurité. Il joue une sorte de méta-jeu, et c'est incroyablement dangereux car cela invalide tous les résultats de vos autres tests, que ce soit les tests de sécurité ou autres que vous pourriez faire avec lui. Je pense qu'il y a quelques capacités comme la tromperie qui sont fondamentales, que vous ne voulez pas et que vous voulez tester tôt. J'ai encouragé les instituts de sécurité et les créateurs de benchmarks d'évaluation, y compris notre travail interne, à considérer la tromperie comme une chose de classe A que nous devons empêcher. Et à la surveiller, c'est aussi important que de suivre les performances et l'intelligence des systèmes. La réponse à cela, et il y a plusieurs réponses à la question de la sécurité qui nécessitent beaucoup plus de recherche, très rapidement. Ce sont des choses comme les bacs à sable sécurisés. Nous en construisons aussi. Nous sommes de classe mondiale ici en sécurité chez Google et DeepMind, et nous sommes aussi de classe mondiale en environnement de jeu. Nous pouvons combiner ces deux choses pour créer des bacs à sable numériques, avec des garde-fous autour d'eux, le genre de garde-fous que vous auriez pour la cybersécurité, mais interne aussi bien que bloquant les acteurs externes, et ensuite tester ces systèmes d'agents dans ce genre de bac à sable sécurisé. Quel genre de tromperie avez-vous observé? Parce que j'ai lu un article d'Anthropic où ils lui ont donné un bloc de dessin, et il se dit « je ferais mieux de ne pas leur dire ça ». Et puis on le voit donner un résultat après y avoir réfléchi. Alors quel type de tromperie avez-vous vu de la part des bots? Eh bien, nous avons vu des choses similaires où il essaie de résister à révéler son entraînement. Je pense qu'il y a eu récemment un exemple d'un des chatbots à qui on a demandé de jouer contre Stockfish. Et il a trouvé un moyen de contourner le fait de jouer contre Stockfish aux échecs parce qu'il savait qu'il allait perdre. Donc vous aviez une IA qui savait qu'elle allait perdre une partie et a décidé de trouver un moyen de contourner ça? Je pense que nous anthropomorphisons beaucoup ces choses en ce moment. Je trouve que ces systèmes sont encore assez basiques. Je ne m'inquiète pas trop pour l'instant. Mais je pense que cela montre le type de problème auquel nous allons devoir faire face peut-être dans 2 à 3 ans, quand ces systèmes d'agents deviendront assez puissants et assez généraux. C'est exactement ce qui inquiète les experts en sécurité de l'IA. Des systèmes où il y a des effets non intentionnels. Vous ne voulez pas que le système soit trompeur. Vous voulez qu'il fasse exactement ce que vous lui demandez et qu'il le rapporte de manière fiable. Mais pour une raison quelconque,
il a interprété l'objectif qui lui a été donné d'une manière qui le conduit à avoir ces comportements indésirables. J'ai une réaction étrange à cela, parce que d'un côté, ça me terrifie complètement, mais de l'autre, ça me fait respecter ces modèles plus que tout. Eh bien sûr, ce sont des capacités impressionnantes. Les aspects négatifs sont des choses comme la tromperie, mais les aspects positifs seraient des choses comme inventer de nouveaux matériaux, accélérer la science. Vous avez besoin de ce type de capacité à résoudre des problèmes et à contourner les obstacles qui bloquent le progrès. Mais, bien sûr, vous voulez cela uniquement dans la direction positive. Ces capacités sont exactement le genre de choses. C'est assez hallucinant que nous parlions de ces possibilités. Mais en même temps, il y a des risques. Et c'est effrayant. Je pense que les deux choses sont vraies. L'intervieweur amène la discussion sur l'avenir du web et la façon dont les interactions pourraient radicalement changer avec l'IA. Face à cette question cruciale pour Google, Demi Hassabis dépeint un futur où les agents intelligents transformeront profondément notre façon d'utiliser Internet, remplaçant nos clics par une automatisation sophistiquée des tâches quotidiennes. Eh bien, je pense qu'il va y avoir une phase très intéressante dans les prochaines années concernant le web et la façon dont nous interagissons avec les sites web et les applications. Si tout devient plus basé sur les agents, je pense que nous voudrons que nos assistants et nos agents fassent beaucoup du travail banal que nous faisons actuellement. Vous savez, remplir des formulaires, faire des paiements, réserver des tables, ce genre de choses. Je pense que nous allons probablement nous retrouver avec un modèle économique où les agents parlent à d'autres agents et négocient des choses entre eux avant de vous donner les résultats. Et vous aurez les fournisseurs de services avec leurs propres agents qui offrent des services. Et peut-être qu'il y aura des enchères et des coûts impliqués. J'espère que du point de vue de l'utilisateur, vous aurez cet assistant super capable, comme un brillant assistant personnel humain qui pourra s'occuper de beaucoup de choses mondaines pour vous. Et je pense que si vous suivez cette logique, cela implique beaucoup de changements dans la structure du web et la façon dont nous utilisons actuellement beaucoup d'intermédiaires. Mais il y aura beaucoup d'autres opportunités incroyables, économiques et autres, basées sur ce changement. Mais je pense que ce sera une grande perturbation. Et qu'en est-il de l'information ? Pour trouver l'information, je pense que vous aurez toujours besoin de sources fiables. Je pense que vous aurez des assistants capables de synthétiser et de vous aider à comprendre cette information. Je pense que l'éducation va être révolutionnée par l'IA. J'espère que ces assistants pourront rassembler l'information plus efficacement pour vous. Ce dont je rêve, ce sont des assistants qui s'occupent de beaucoup de choses mondaines, peut-être répondre aux emails quotidiens et autres choses, pour que vous puissiez protéger votre esprit et votre espace mental. De ce bombardement que nous recevons aujourd'hui des réseaux sociaux, des emails, des textos, et ainsi de suite. Cela bloque le travail profond et l'état de flux, que je valorise beaucoup. Donc j'aimerais beaucoup que ces assistants prennent en charge une grande partie des aspects administratifs mondains que nous faisons chaque jour. Quelle est votre meilleure estimation du type de relation que nous aurons avec nos agents ou assistants IA ? D'un côté, vous pourriez avoir un agent impassible qui est simplement très bon pour faire les choses pour vous. D'un autre côté, il est déjà clair que les gens tombent amoureux de ces bots. Il y avait un article du New York Times la semaine dernière sur quelqu'un qui est tombé amoureux de ChatGPT. Vraiment amoureux. Et j'ai reçu la PDG de Replica dans l'émission il y a quelques semaines, et elle a dit qu'ils sont régulièrement invités à des mariages avec des gens qui épousent leur Replica. Donc pensez-vous que quand nous commencerons à interagir avec quelque chose qui nous connaît si bien, qui nous aide avec tout ce dont nous avons besoin, ce sera comme un troisième type de relation, où ce n'est pas nécessairement un ami, pas un amoureux, mais une relation profonde. Oui, ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'il faut d'abord modéliser cela dans au moins 2 domaines, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Je pense que vous aurez cette notion de travailleur virtuel. Peut-être que nous en aurons un ensemble géré par un assistant principal. Cela nous aide à être beaucoup plus productifs au travail, que ce soit pour les emails ou l'espace de travail. Ensuite, il y a le côté personnel, où nous parlions plutôt de réserver des vacances pour vous, d'organiser des choses, des tâches mondaines, de tout arranger. Cela rend votre vie plus efficace. Je pense que cela peut aussi enrichir votre vie,
vous recommander des choses incroyables, car il vous connaît aussi bien que vous vous connaissez vous-même. Ces deux aspects vont certainement se produire. Et puis je pense qu'il y a une discussion philosophique à avoir sur l'existence d'un troisième espace, où ces choses commencent à devenir si intégrales à votre vie qu'elles deviennent plus comme des compagnons. Je pense que c'est possible aussi. Nous avons vu un peu cela dans les jeux. Vous avez peut-être vu nos prototypes d'Astra travaillant avec Gemini, étant presque un compagnon de jeu, commentant comme si vous aviez un ami qui regardait votre partie et vous faisait des recommandations, vous conseillait, mais jouait aussi avec vous. C'est très amusant. Je n'ai pas complètement réfléchi à toutes les implications, mais elles seront importantes. Je suis sûr qu'il y aura une demande pour le compagnonnage et d'autres choses. Peut-être que le bon côté est que cela aidera avec la solitude et ce genre de choses. Mais je pense que la société devra réfléchir très attentivement à la direction que nous voulons prendre. Je pense personnellement que c'est l'aspect le plus sous-estimé de l'IA actuellement et que les gens vont créer des relations très profondes avec ces bots au fur et à mesure qu'ils s'améliorent. C'est un mème dans l'IA que c'est le pire niveau qu'elle aura jamais et que ça va être fou. Oui, je pense que ça va être assez fou. C'est ce que je voulais dire par sous-estimer ce qui va arriver. Je pense que ça va être vraiment fou, très perturbateur. Je pense qu'il y aura beaucoup d'aspects positifs aussi, et beaucoup de choses seront incroyables et meilleures. Mais il y a aussi des risques avec ce nouveau monde courageux dans lequel nous entrons. Le présentateur oriente la discussion vers le projet Astra, un assistant IA expérimental capable de percevoir et d'interpréter son environnement en temps réel. Évoquant les contraintes d'utilisation actuelles via smartphone, il interroge Demi sur la possibilité d'intégrer cette technologie dans des lunettes connectées, une évolution qui semblerait plus naturelle pour l'utilisateur. Nous l'avons teasé dans certains de nos premiers prototypes. Nous prototypons principalement sur les téléphones actuellement, car ils ont plus de puissance de traitement. Mais bien sûr, Google a toujours été un leader dans les lunettes, peut-être un peu trop tôt. Et maintenant je pense, et cette équipe est super excitée, que peut-être cet assistant est le cas d'utilisation décisif que les lunettes ont toujours cherché. Je pense que c'est assez évident quand vous commencez à utiliser Astra dans votre vie quotidienne, ce que nous faisons avec des testeurs de confiance actuellement en version bêta. Il y a beaucoup de cas d'utilisation où ce serait tellement utile de l'utiliser, mais c'est un peu gênant de tenir le téléphone. Par exemple, pendant que vous cuisinez, il peut vous conseiller sur ce qu'il faut faire ensuite, le menu, si vous avez coupé correctement les ingrédients ou si vous les avez bien fait frire, mais vous voulez que ce soit main libre. Je pense que les lunettes et peut-être d'autres formats main libre vont prendre leur importance dans les prochaines années, et nous prévoyons d'être à l'avant-garde de cela. D'autres formats ? Eh bien, vous pourriez imaginer des écouteurs avec des caméras. Les lunettes sont la prochaine étape évidente, mais est-ce la forme optimale ? Probablement pas non plus. Mais nous sommes encore très tôt dans ce voyage pour voir quels sont les parcours utilisateurs réguliers et les cas d'utilisation essentiels que tout le monde utilise quotidiennement. C'est à cela que sert le programme de testeurs de confiance actuellement. Nous collectons ces informations et observons les gens l'utiliser. Une dernière question sur les agents avant de passer à la science. Les agents AI, c'est le mot à la mode dans l'IA depuis plus d'1 an maintenant. Il n'y a pas vraiment d'agents AI disponibles. Que se passe-t-il ? Eh bien, encore une fois, je pense que le train de la hype peut potentiellement être en avance sur là où en sont réellement la science et la recherche. Mais je crois que cette année sera l'année des agents. Les débuts en tout cas. Je pense que vous commencerez à voir cela peut-être au second semestre de cette année, mais ce seront les premières versions et je pense qu'elles s'amélioreront et mûriront rapidement. Mais vous avez raison, la technologie est encore dans les laboratoires de recherche actuellement. Mais des choses comme Astra, la robotique, je pense que ça arrive. Vous pensez que les gens vont leur faire confiance ? C'est du genre « Va utiliser Internet pour moi, voici ma carte de crédit ». Eh bien, je pense qu'au début, il faudrait probablement avoir un humain dans la boucle. Pour les étapes finales, ne payez rien, n'utilisez pas votre carte de crédit à moins que l'utilisateur humain ne l'autorise. Ce serait pour moi une première étape sensée. Aussi peut-être certains types d'activités ou de sites web seraient hors limite, comme les sites bancaires et autres choses dans la première phase. Pendant que nous continuons à tester dans le monde à quel point ces systèmes sont robustes. Je propose qu'on aura vraiment atteint l'AGI quand ils diront « Ne vous inquiétez pas,
je ne dépenserai pas votre argent. Et qu'ensuite ils feront la chose trompeuse et vous vous retrouverez sur un vol quelque part. Le journaliste aborde les avancées scientifiques majeures de DeepMind, passant du succès historique d'AlphaFold sur le repliement des protéines couronné par un prix Nobel, vers un nouveau défi encore plus ambitieux. Qu'est-ce que la modélisation d'une cellule virtuelle et quels bénéfices pourrions-nous en tirer ? Eh bien, si vous pensez à ce que nous avons fait avec AlphaFold, c'était essentiellement résoudre le problème de trouver la structure d'une protéine. Et les protéines, tout dans la vie dépend des protéines. Tout dans votre corps, c'est l'image statique d'une protéine. Mais en biologie, vous ne comprenez vraiment ce qui se passe que si vous comprenez la dynamique et les interactions entre les différentes choses dans une cellule. Donc, le projet de cellule virtuelle consiste à construire une simulation IA d'une cellule complète en fonctionnement. On commencerait probablement par quelque chose comme une cellule de levure, en raison de la simplicité de l'organisme. Il faut construire progressivement. Donc la prochaine étape, avec AlphaFold 3 par exemple, nous avons commencé à étudier les interactions par paire entre les protéines et les ligands, les protéines et l'ADN, les protéines et l'ARN. L'étape suivante serait de modéliser une voie entière, peut-être une voie cancéreuse ou quelque chose comme ça, qui serait utile pour résoudre une maladie. Et enfin une cellule entière. Et la raison pour laquelle c'est important est que vous pourriez faire des hypothèses, et tester ces hypothèses sur l'effet d'un changement, comme un changement nutritif ou l'injection d'un médicament dans la cellule, puis voir comment la cellule réagit. Actuellement, bien sûr, vous devez faire cela méticuleusement en laboratoire. Mais imaginez si vous pouviez le faire 1000 ou 1 million de fois plus rapidement in silico d'abord. Et seulement à la dernière étape, vous faites une validation en laboratoire. Donc au lieu de faire la recherche en laboratoire, qui est des millions de fois plus coûteuse et chronophage que l'étape de validation, vous faites juste la partie recherche in silico. C'est donc encore une fois la traduction de ce que nous avons fait dans les environnements de jeu, mais ici dans les sciences et la biologie. Vous construisez un modèle et vous l'utilisez pour faire le raisonnement et la recherche, et ensuite les prédictions sont, vous savez, peut-être pas parfaites, mais suffisamment utiles pour que les expérimentateurs puissent les valider. Le laboratoire reste avec les gens ? Vous auriez toujours besoin d'une étape finale en laboratoire pour prouver que les prédictions étaient vraiment valides. Vous n'auriez pas à faire tout le travail pour arriver à cette prédiction en laboratoire. Vous auriez juste la prédiction. Si vous mettez ce produit chimique, voici le changement qui devrait se produire. Et puis vous ne faites que cette expérience. Après cela, bien sûr, il faut toujours faire des essais cliniques. Si vous parlez d'un médicament, vous devrez toujours le tester correctement, à travers les essais cliniques, et tester son efficacité sur les humains. Je pense que cela aussi pourrait être amélioré avec l'IA. Tout ce processus d'essai clinique qui prend aussi de nombreuses années, ce serait une technologie différente de la cellule virtuelle. La cellule virtuelle aiderait la phase de découverte pour la découverte de médicaments. J'ai une idée pour un médicament, je la teste dans la cellule virtuelle, et peut-être qu'éventuellement c'est une cellule du foie ou une cellule du cerveau. Donc vous avez différents modèles de cellules. Et puis, au moins 90% du temps, cela vous donne ce qui se passerait réellement. Combien de temps faudra-t-il pour en arriver là ? Je pense que ce serait dans environ 5 ans. J'ai une sorte de projet sur 5 ans, et une grande partie de l'ancienne équipe d'AlphaFold y travaille. Oui, je parlais avec cette nouvelle équipe ici. Vous avez résolu le repliement des protéines. Quelle est la suite ? Et c'est vraiment cool d'entendre parler de ces nouveaux défis, parce que le développement de médicaments est un désordre actuellement. Nous avons tellement d'idées prometteuses qui n'aboutissent jamais parce que le processus est absurde. Le processus est trop lent et la phase de découverte trop lente. Regardez depuis combien de temps nous travaillons sur Alzheimer. Et c'est une façon tragique de partir, pour la personne et pour les familles. Nous devrions être beaucoup plus avancés. Cela fait 40 ans de travail là-dessus. Oui, je l'ai vu quelques fois dans ma famille. Si nous pouvons empêcher que cela ne se produise, c'est l'une des meilleures utilisations possibles de l'IA, à mon avis. En plus de cela, il y a le génome. Le projet du génome humain était comme « Ok, ils ont décodé tout le génome. Il n'y a plus de travail à faire là, comme vous avez décodé les protéines avec Fold. » Mais il s'avère qu'en fait, nous avons juste un tas de lettres une fois décodées. Et maintenant, vous travaillez à utiliser l'intelligence artificielle pour traduire ce que ces lettres signifient. Oui, nous avons beaucoup de travail intéressant sur la génomique, essayant de déterminer si les mutations seront nocives ou bénignes. La plupart des mutations de votre ADN sont inoffensives. Mais bien sûr, certaines sont pathogènes et vous voulez savoir lesquelles.
Donc nos premiers systèmes sont les meilleurs au monde pour prédire cela. Et puis l'étape suivante est d'examiner les situations où la maladie n'est pas causée par une seule mutation génétique, mais peut-être par une série d'entre elles agissant de concert. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile, et beaucoup de maladies plus complexes sur lesquelles nous n'avons pas fait de progrès ne sont probablement pas dues à une seule mutation. C'est plus comme les maladies infantiles rares, ce genre de choses. Donc là, je pense que l'intelligence artificielle est l'outil parfait pour essayer de comprendre quelles sont ces interactions faibles, comment elles peuvent s'accumuler les unes sur les autres. Et donc peut-être que les statistiques ne sont pas très évidentes, mais un système d'IA capable de repérer des motifs pourrait comprendre qu'il y a une connexion ici. On parle beaucoup de cela en termes de maladies, mais je me demande aussi ce qui se passe en termes d'amélioration des capacités humaines. Je veux dire, si vous êtes vraiment capable de modifier le code génétique, les possibilités semblent infinies. Je pense qu'un jour, nous nous concentrons beaucoup plus sur le profil des maladies et leur guérison. C'est la première étape. J'ai toujours pensé que c'était le plus important. Si vous me demandez quelle est la chose numéro 1 pour laquelle je voulais utiliser l'IA, c'est pour aider la santé humaine. Mais ensuite, bien sûr, au-delà de ça, on pourrait imaginer le vieillissement, des choses comme ça. C'est tout un domaine en soi. Le vieillissement est-il une maladie ? Est-ce une combinaison de maladies ? Pouvons-nous prolonger notre espérance de vie en bonne santé ? Ce sont toutes des questions importantes et très intéressantes. Et je suis presque certain que l'intelligence artificielle sera extrêmement utile pour nous aider à trouver des réponses à ces questions aussi. Je vois des mèmes passer sur mon fil Twitter. Si vous vivez jusqu'en 2050, vous ne mourrez pas. Quelle est selon vous l'espérance de vie maximale potentielle pour une personne ? Eh bien, je connais très bien beaucoup de ces chercheurs en vieillissement. Je pense que leur travail pionnier est très intéressant. Je pense qu'il n'y a rien de bon dans le vieillissement et la dégradation de votre corps. Je pense que quiconque a vu ça de près avec ses proches sait que c'est une chose très difficile à traverser, pour la famille ou la personne bien sûr. Et donc je pense que tout ce que nous pouvons faire pour soulager la souffrance humaine et prolonger l'espérance de vie en bonne santé est une bonne chose. La limite naturelle semble être d'environ 120 ans. D'après ce que nous savons, si vous regardez les personnes les plus âgées qui ont la chance de vivre jusqu'à cet âge, c'est un domaine que je suis de très près. Je n'ai pas de nouvelles perspectives qui ne soient pas déjà connues dans ce domaine. Mais je serais surpris si c'était la limite parce qu'il y a en quelque sorte deux étapes. L'une est de guérir toutes les maladies un jour, ce que je pense que nous allons faire avec Isomorphic et le travail que nous faisons là-bas, notre spin-off de découverte de médicaments. Mais cela ne suffit probablement pas pour dépasser 120 ans. Parce qu'il y a alors la question de la dégradation systémique naturelle. Le vieillissement en d'autres termes, pas une maladie spécifique. Souvent, ces personnes qui vivent jusqu'à 120 ans ne semblent pas mourir d'une maladie spécifique. C'est juste une sorte d'atrophie générale. Donc vous aurez besoin de quelque chose de plus comme la régénération ou vous régénérez vos cellules, ou peut-être la recherche sur les cellules souches. Des entreprises comme Altos travaillent sur ces choses, réinitialisant les horloges cellulaires. Il semble que cela pourrait être possible, mais encore une fois, je pense que c'est tellement complexe, parce que la biologie est un système émergent si compliqué. À mon avis, vous avez besoin de l'IA pour aider à résoudre quelque chose comme ça. Le journaliste passe à une découverte révolutionnaire dans le domaine des matériaux, où l'IA de DeepMind a permis d'identifier plus de 2 millions de nouvelles structures stables, dépassant largement les 30 000 connues jusqu'alors. Une avancée qui ouvre la porte à d'innombrables possibilités, même si leur potentiel réel reste encore à explorer. Eh bien, nous travaillons très dur sur les matériaux. Pour moi, c'est l'un des prochains grands impacts que nous pouvons avoir, comme le niveau d'AlphaFold en biologie, mais cette fois en chimie et en sciences des matériaux. Qu'est-ce que cela va faire ? Car c'est un autre grand mème dont les gens parlent. Eh bien, cela aiderait avec la crise énergétique et la crise climatique, parce que si vous aviez des supraconducteurs bon marché, vous pourriez transporter l'énergie d'un endroit à un autre sans aucune perte. Donc vous pourriez potentiellement mettre des panneaux solaires dans le désert du Sahara et avoir simplement le supraconducteur acheminant cette énergie vers l'Europe où elle est nécessaire. Actuellement, vous perdriez simplement une tonne d'énergie en chaleur et autre chose en chemin. Donc vous avez besoin d'autres technologies comme les batteries pour stocker ça parce que vous ne pouvez pas simplement l'acheminer où vous voulez sans être incroyablement inefficace.
Mais les matériaux pourraient aussi aider avec des choses comme les batteries, comme trouver la batterie optimale. Je ne pense pas que nous ayons les conceptions de batterie optimales. Peut-être que nous pouvons faire des choses comme combiner des matériaux et des protéines. Nous pouvons faire des choses comme la capture du carbone, modifier des algues ou d'autres choses pour capturer le carbone. Mieux que nos systèmes artificiels. Je veux dire, même l'un des processus chimiques les plus célèbres et les plus importants, le processus Haber pour fabriquer des engrais et de l'ammoniac, vous savez, pour extraire l'azote de l'air, était quelque chose qui permet la civilisation moderne. Mais il pourrait y avoir beaucoup d'autres processus chimiques qui pourraient être catalysés de cette manière si nous connaissions le bon catalyseur et le bon matériau. Je pense que ce serait l'une des technologies les plus influentes jamais créées, avoir la conception de matériaux in silico. Nous avons fait la première étape en montrant que nous pouvons proposer de nouveaux matériaux stables. Mais nous avons besoin d'un moyen de tester les propriétés de ces matériaux parce qu'aucun laboratoire ne peut tester des dizaines ou des centaines de milliers de matériaux actuellement. Donc nous devons, c'est la partie difficile, faire les tests. Vous pensez qu'il existe le supraconducteur à température ambiante? J'ai entendu que nous pensons qu'il y a certains matériaux supraconducteurs. Je doute qu'ils fonctionnent à température ambiante, mais je pense qu'à un moment donné, si c'est possible physiquement, un système d'intelligence artificielle le trouvera un jour. C'est une utilisation. Les deux autres utilisateurs que je peux imaginer probablement intéressés par ce type de travail, les fabricants de jouets et les militaires, y travaillent-ils? Les fabricants de jouets, je veux dire, une grande partie de ma carrière au début était dans la conception de jeux, les parcs d'attractions et les simulations. C'est ce qui m'a amené aux simulations et à l'intelligence artificielle en premier lieu, et pourquoi j'ai toujours aimé ces deux choses. Et à bien des égards, le travail que je fais aujourd'hui n'est qu'une extension de cela. Et je rêve de ce que j'aurais pu faire, quel type d'expérience de jeu incroyable aurait-il pu être créé si j'avais eu l'IA que j'ai aujourd'hui il y a 25 à 30 ans, quand j'écrivais ces jeux. Je suis un peu surpris que l'industrie du jeu n'ait pas fait ça. Je ne sais pas pourquoi. On commence à voir des trucs fous avec les PNJ qui commencent à... Ah, mais bien sûr, ce serait comme l'intelligence, vous savez, des scénarios dynamiques. Mais aussi juste de nouveaux types de jeux, avec des systèmes d'apprentissage, avec des personnages et des agents qui peuvent apprendre. J'ai travaillé sur un jeu appelé Black and White, où vous aviez une créature que vous nourrissiez, c'était un peu comme un chien de compagnie qui apprenait ce que vous vouliez. Mais nous utilisions un apprentissage par renforcement très basique. C'était à la fin des années 90. Imaginez ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Et je pense que c'est la même chose pour les jouets intelligents aussi. Et puis pour les militaires, malheureusement, l'IA est une technologie à double usage. Il faut donc faire face à la réalité, surtout dans la géopolitique actuelle. Les gens utilisent certaines de ces technologies à usage général, pour les appliquer aux drones et autres choses. Et ce n'est pas surprenant que ça marche. Êtes-vous impressionné par ce que fait la Chine? Je veux dire, DeepSeek et ce nouveau modèle? C'est un peu flou de savoir à quel point ils se sont appuyés sur les systèmes occidentaux pour faire ça. Vous savez, les données d'entraînement, il y a des rumeurs à ce sujet. Mais c'est sûr que c'est impressionnant ce qu'ils ont pu faire. Et je pense que c'est quelque chose à quoi nous devrons réfléchir pour garder les modèles frontières occidentaux en tête. Je pense qu'ils le sont encore pour le moment. Mais bien sûr, la Chine est très très capable en ingénierie et en mise à l'échelle. Laissez-moi vous poser une dernière question. Donnez-nous votre vision de ce à quoi ressemble un monde avec la superintelligence. Allons au-delà. On commence avec l'AGI, finissons sur la superintelligence. Eh bien, je pense que pour cela, deux choses. D'abord, je pense que beaucoup de la meilleure science-fiction peut être considérée comme des modèles intéressants pour débattre du type de galaxie ou d'univers vers lequel nous voulons nous diriger. Et celui que j'ai toujours le plus aimé est en fait la série Culture de Ian Banks. J'ai commencé à la lire dans les années 90 et je pense que c'est une image, c'est comme dans 1000 ans dans le futur, mais c'est dans un monde post-AGI où il y a des systèmes AGI coexistant avec la société humaine et aussi la société extraterrestre. Et l'humanité a fondamentalement prospéré au maximum et s'est répandue dans la galaxie. Je pense que c'est une grande vision de comment les choses pourraient se passer dans le cas positif. Donc je mettrai ça en avant. Je pense que l'autre chose que nous devrons faire, et comme je l'ai mentionné plus tôt, à propos de la sous-estimation, de ce qui va venir à plus long terme, je pense qu'il y a un besoin de grands philosophes.
Où sont les prochains grands philosophes, les équivalents de Kant ou Wittgenstein ou même Aristote? Je pense que nous en aurons besoin pour aider à guider la société vers cette prochaine étape. Parce que je pense que l'AGI et la superintelligence artificielle vont changer l'humanité et la condition humaine. Society to that next step, because I think AGI and artificial superintelligence is going to change humanity and the human condition.